J'ai volontairement coupé les micros de tout le monde, j'en suis désolée, mais c'est pour éviter les bruits de fond et que les intervenants qui vont suivre puissent parler et que tout le monde puisse les entendre clairement. Je vais partager l'écran. Cécile, Oui. oui, je n'ai plus l'enregistrement possible dans mes paramètres. J'enregistre moi et je vois si je peux te donner le partage, Laurent. OK. Donc, je partage l'écran avec les participants. Est-ce que vous le voyez bien? Hop. Donc, merci d'être présent et présente pour cette deuxième partie de l'après-midi du 26 novembre. Cette table ronde s'intitule Lire et faire lire confiné. Ce mot confiné peut être un des mots les plus utilisés de cette année 2020. Et Lire et faire lire, comme beaucoup d'autres associations et organisations, aura redoublé d'initiatives et d'innovations pour traverser cette crise et pour maintenir les liens entre les différentes personnes, que ce soit avec les coordinateurs, les bénévoles, les structures d'accueil et les partenaires. Lire et faire lire a proposé une lettre hebdomadaire avec de nombreuses ressources, notamment à destination des bénévoles, des formations, mais aussi des rencontres à distance, qui ont mobilisé souvent de nombreux participants de différents départements. Certaines de ces innovations qui sont nées de cette situation d'urgence ont permis de modifier nos modalités de travail et de penser peut-être autrement nos liens au sein du réseau Lire et faire lire. Avec Mina, nous avons, pendant cette table ronde, souhaité mettre en avant des initiatives originales qui feront peut-être écho avec des initiatives que vous avez vous-même portées dans vos départements. Et cette table ronde, c'était une manière de mettre à l'honneur à la fois le dynamisme de ce réseau, mais aussi l'enthousiasme de chacun à rester en contact malgré cette situation difficile. Vous avez un espace conversé qui est à votre disposition, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour partager vos initiatives et vos commentaires. Mina, je te laisse la parole pour la première partie. Oui, merci. Par contre, moi, juste, Cécile, le diapo, je ne le vois pas en plein écran, je ne sais pas si c'est normal. Ah. Pourtant, moi, il est en plein écran. Alors, je ne sais pas. Désolée, du coup, 2 petites secondes. Et là? Toujours pas? Non. Mais je crois que Julie dit que ça doit être un problème de mon côté. Non. Ah. Oui, on le voit. C'est ce que j'allais dire. Moi, je le vois bien. D'accord. Bon, c'est pas grave. Du coup, le principal, c'est que tout le monde le voit. Du coup, merci Cécile du coup, pour cette introduction. Effectivement, je vais parler des initiatives qui ont été mises en place par le national et surtout par les coordinateurs pour garder le lien avec les bénévoles pendant le premier confinement et puis le deuxième qu'on est en train de vivre actuellement. Donc effectivement, donc je reprends ce qu'a dit Cécile. Effectivement, on avait lancé dès le 23 mars, donc quelques jours après l'annonce du premier confinement, une lettre hebdomadaire. Donc on a envoyé jusqu'au mi-juillet toutes les semaines aux coordinateurs. Donc c'était une lettre à destination des coordinateurs. Donc l'accompagnement du national, en fait, il s'est caractérisé sur 2 niveaux, puisqu'il fallait qu'on accompagne les coordinateurs et aussi qu'on les aide dans leur accompagnement des bénévoles. Donc dans cette lettre hebdomadaire, il y avait à la fois des ressources et des idées pour les bénévoles et à la fois des ressources et des idées pour les coordinateurs. Par exemple, pour les coordinateurs, on partageait notamment à travers cette lettre les informations du conseil d'administration au début, qui a donc suspendu les interventions des bénévoles.
également des propositions d'activités, des partages d'initiatives du réseau, etc. Pour les bénévoles, on partageait par exemple des articles, des podcasts, des vidéos, des choses qui étaient prêtes à l'emploi, entre guillemets, pour que les coordinateurs puissent les envoyer directement aux bénévoles. Donc, cette lettre a permis de garder un contact régulier avec les coordinateurs, qui était très important aussi au-delà des bénévoles, et un accompagnement solide, on l'espère en tout cas. On a également pu organiser deux rencontres auteurs pendant le premier confinement. Donc, la première avec Thomas Cotto, donc, qui était ouvert à tous les bénévoles qui le souhaitaient. Le 18 mai, donc, avec Thomas Cotto, et avec Malika Doré à nouveau le 8 juillet. Et donc ça, c'était une initiative du national pour tous les bénévoles. Et également, on tient à souligner l'effort qui a été fait par les coordinateurs de mettre en place des formations en visio. Les formations nationales pour le deuxième confinement que l'on est donc en train de vivre ont dû être massivement converties à la visioconférence, et ça en peu de temps. Donc on félicite vraiment les coordinateurs qui ont pu faire la transition et accompagner aussi les bénévoles dans cette transition. Pendant le premier confinement, on a fait aussi au niveau national un travail avec les auteurs et les maisons d'édition. À travers la lettre hebdomadaire, justement, on a pu partager avec les coordinateurs et les bénévoles des versions PDF de livres offerts par des maisons d'édition, par exemple les éditions Mijade, les éditions du Kilowatt, les éditions du Pourquoi pas. On a également sollicité les auteurs, des auteurs jeunesse pour offrir des textes inédits aux bénévoles en exclusivité pour qu'ils puissent les enregistrer, les envoyer à leur classe d'enfants, par exemple. Et donc tout cela, ça a été mis en place par le national, mais évidemment, le plus gros du travail a été réalisé par les coordinateurs, par le réseau, qui a fait preuve d'une grande réactivité, d'une grande innovation. Par exemple, il y a eu vraiment plein d'exemples d'initiatives, des coordinateurs qui ont demandé aux bénévoles de faire des présentations de leurs livres coup de cœur, par exemple, ce qui a permis un partage entre les bénévoles du département et donc un maintien du lien entre eux aussi. Ça a été fait notamment dans la Marne, pour ne citer que ce département, avec une lettre qui s'appelait le Coronalien. Il y a eu également beaucoup de créations de blogs avec des partages de ressources autour de la lecture, des contributions de bénévoles, que ce soit des dessins, des poèmes, etc. Là aussi, je cite l'Île-et-Vilaine qui a créé justement un blog qui s'appelait Confinement 2020. Le Rhône également qui a publié un blog intitulé Livre de bord des confinés. Il y a eu beaucoup de créations de pages ou de groupes Facebook aussi qui sont propices au partage du coordinateur vers les bénévoles, mais aussi des bénévoles entre eux, qui a permis aussi de les garder en lien. Donc là, je cite par exemple Lire et faire lire à La Réunion, et plus récemment Lire et faire lire 42, qui a lancé une page, un groupe Facebook de ce type. Il y a eu également des campagnes d'appel qui ont été mises en place par les coordinateurs, donc qui ont appelé tous les bénévoles pendant le premier confinement pour prendre de leurs nouvelles, pour voir qui était isolé, qui était moins, etc. Ça a été fait notamment pour citer que ce département dans le Tarn-et-Garonne. Donc vraiment, là, je cite seulement quelques exemples, mais il y en a eu vraiment énormément. Donc il y a une grande richesse d'idées qui est venue donc, des coordinations et qui nous ont permis aussi de les partager donc, à travers la lettre hebdomadaire. Et donc là, je vais laisser la parole à ceux qui pourront en témoigner le mieux. Donc d'abord, je laisse la parole à Clotilde Bost, Audrey Maître et Juliette Brabant, donc de la coordination de l'Essonne. Oui, bonjour tout le Voilà. monde. J'espère que Donc, vous m'entendez bien. Oui, on entend bien. Je vous laisse donc la parole pour votre présentation de comment s'est passé le confinement dans l'Essonne et des initiatives que vous avez mises en place. Très bien. Donc c'est moi qui commence. Ensuite, je passerai la parole à Juliette et puis à Clotilde. Donc, je suis Audrey de la Ligue de l'enseignement de l'Essonne. Passe un bonjour pour ceux qui me connaissent ou me reconnaissent. Donc, nous, on est
depuis l'annonce de la fermeture des écoles, déjà dans un premier temps, et l'annonce du premier confinement, la Ligue de l'enseignement et l'UDAF, on était en télétravail. Et nous avons eu de nombreux retours de nos bénévoles qui nous questionnaient sur la continuité des lectures, des interventions. Ils nous faisaient part de leur déception quant à l'arrêt de leur séance de lecture, les formations et réunions qui se sont aussi annulées. Et certains nous faisaient part aussi de leurs craintes face à la maladie et à l'isolement. Nous avons très rapidement cherché un moyen de garder le contact avec eux et de leur permettre aussi de garder un lien entre eux. Et c'est là, on a réfléchi tous ensemble. Et nos deux associations travaillent en lien étroit entre la Ligue et l'UDAF de façon complémentaire. Donc nous avons, chaque association a son site internet. On a également une page Facebook de la Ligue et de l'UDAF où on relaie nos actualités respectives, mais tous nos bénévoles n'ont pas Facebook. Et donc il fallait trouver un autre moyen de communication et aller plus loin. C'est alors qu'est née l'idée d'un journal, d'une gazette, d'une newsletter, pour partager des informations de l'actualité, que ce soit sur Lire et Faire Lire. Il y a eu pas mal de choses, des jeux, des idées de lecture, des moyens de passer le temps pour des personnes qui étaient confinées chez eux. Et je vais laisser la parole à Juliette qui va vous présenter un petit peu plus en détail la newsletter. Oui, alors du coup, pour cette newsletter, on a décidé de la mettre très rapidement en place pour permettre aux bénévoles de ne pas se sentir trop seuls. Alors, on a commencé à diffuser cette lettre électronique la semaine du 23 mars, donc juste une semaine après le début du confinement. Du coup, on a décidé de faire des envois 2 fois par mois en premier temps. Et à partir de cet été, on a décidé de faire un envoi par mois. Donc du coup, cette lettre électronique, au début, on l'a faite à partir de Publisher, donc qui fait partie du pack office. C'était une plateforme intéressante, mais au niveau de la maquette, c'était un peu compliqué d'avoir un visuel similaire d'une newsletter à une autre. Du coup, on a décidé de faire des recherches et on a trouvé la plateforme Sendinblue qui nous permet de créer des maquettes. Du coup, on a une maquette type et en fait, on la réutilise pour chaque lettre électronique. Et cette plateforme, pardon, elle nous permet aussi de programmer des envois donc, de newsletters. On partage du coup sur ces newsletters-là des informations, soit de Lire et Faire Lire National, on leur propose de faire des visites virtuelles de musées comme le Louvre, par exemple, ou de découvrir certains livres audio, par exemple, en ligne. En plus de ces partages d'informations, on leur propose aussi de participer à des événements, des animations qu'on a créées, comme par exemple le jeu sur la tranche qu'on a proposé pendant le premier confinement. Donc ce jeu, il consiste en fait à ce que les bénévoles ils empilent plusieurs livres et que ça fasse des phrases ou des débuts d'histoire et on les repartage ensuite dans d'autres lettres électroniques. Ensuite, on a aussi proposé le portrait chinois. Donc, en fait, à partir d'un questionnaire, les bénévoles nous partageaient leurs lectures préférées, leurs chansons préférées. Et ça nous a permis de dessiner un portrait, le portrait du bénévole de 2020-2021. On a également fait des sondages fin juin pour leur proposer des formations qui leur plairaient. Et donc, à partir de leurs réponses, on a créé le plan de formation pour l'année 2020-2021. Donc voilà, et on a trouvé aussi que pendant ces 2 périodes de confinement, le rôle des relais était important parce qu'ils nous ont permis grâce à eux, ils sont restés en contact avec les bénévoles et certains, ils ont même proposé des idées comme des lectures en vidéo, par exemple, que les bénévoles pouvaient partager sur YouTube ou sur leurs propres réseaux sociaux et également des défis
comme par exemple écrire, lire et faire lire avec des objets quotidiens, comme l'a proposé la ville de Grigny. Concernant les rencontres, du coup, pour les formations, à partir de septembre, on a réussi à reprendre les réunions en alternant visioconférence et présentiel pour ne pas être trop dans nos salles de réunion. Donc, on a repris les réunions d'accueil de nouveaux bénévoles. Ça y est, j'ai merdé. Les réunions relais, ainsi que les réunions copiles. Puis début novembre, du coup, on a dû repasser en visioconférence, pardon. Donc voilà, et ensuite, je vais laisser la parole à Clotilde qui va vous faire part du retour des bénévoles. Alors, en ce qui concerne les retours des bénévoles et les effets observés, sur cette newsletter, très très vite, on a eu des bons retours. On a eu des bons retours, des remerciements, des propositions pour améliorer la publication aussi. C'est un outil qui marche, on y tient et on le garde maintenant. Il est vraiment intégré à notre fonctionnement. On a aussi proposé pendant le premier confinement et on a conservé des cafés visio où on propose un rendez-vous en visio. Les bénévoles s'inscrivent et on a ensemble un moment d'échange informel. Et en fait, ça nous a permis de rencontrer des bénévoles qu'on ne voit pas d'habitude parce qu'ils habitent loin des lieux de rencontre. Et ils ont apprécié beaucoup cet outil. Donc en fait, la visio, il a fallu s'y mettre un petit peu violemment, mais on se rend compte que c'est vraiment un outil qui permet d'être ensemble plus facilement pour certains bénévoles et qu'on intègre de façon maintenant naturelle et pérenne. On garde du coup ce fonctionnement de café visio. Le prochain, il aura lieu le 11 décembre et on y parlera aussi des projets de l'année 2021. Et entre autres projets, on va proposer des cafés lecture. Donc en fait, c'est une adaptation des réunions d'échange en visio. L'idée, c'est que les bénévoles puissent échanger autour de leurs livres coup de cœur, que ce soit de la littérature jeunesse ou pour les adultes. Il y a plus de 300 bénévoles qui étaient inscrits l'année dernière à Lire et faire lire en Essonne. Et c'est difficile d'avoir un lien individualisé déjà d'habitude, encore un peu plus pendant les périodes de confinement. Mais on a essayé de faire des propositions assez variées de rencontres ou d'actions collectives que vous a présenté Juliette pour permettre à chacun d'y trouver son compte. On a entre autres dans la newsletter proposé une interview là, récemment d'une bénévole qui a créé un tapis de lecture pour accompagner ses interventions. Et donc là, maintenant, elle fait des lectures en se filmant et elle était très contente de partager sa pratique et les autres bénévoles étaient ravis de découvrir cette façon d'animer les temps de lecture. Et puis pour les fêtes, on va proposer un calendrier de l'Avent virtuel et une chaîne de lecture par téléphone parce qu'on se dit que le lien oral, c'est quand même ça, le sel de lire et faire lire, et que c'est une autre façon encore de se rencontrer. Donc tous les bénévoles qui le souhaitent peuvent participer à cette chaîne de lecture et vont pouvoir téléphoner à un autre pour lui partager leur texte préféré. On s'est rendu compte aussi qu'il y a toujours des demandes pour rejoindre l'action, des nouvelles inscriptions. Donc, on va pouvoir proposer des réunions d'accueil en visio. Là où on a eu un peu plus de mal, c'est sur Story Player. On va en parler après. Voilà, en Essonne, ça n'a pas forcément hyper accroché, donc on est curieux d'avoir le retour tout à l'heure. Et ce qu'on pourrait améliorer, en tout cas pour l'Essonne, c'est la relation avec les structures, parce qu'elle passe essentiellement par les relais, et nous, coordination, on a assez peu de prise dessus, et c'est quelque chose qui nous manque là pour le moment. Du coup, ce qu'on peut tirer de ce confinement et pour lire et faire lire confiné, c'est que voilà, ça a été un peu violent, mais ça a été aussi un grand bond en avant parce que ça nous a permis d'imaginer des choses qu'on ne se serait pas permises ou qu'on n'aurait pas pris le temps de faire en temps normal. Et c'est des choses qui maintenant sont des acquis. Et ça nous a aussi permis de repenser la forme de lire et faire lire et l'engagement de chacun
pour les bénévoles, pour les relais, pour les structures, et de s'interroger sur comment est-ce qu'on fait association quand l'activité principale ne peut plus être mise en pratique. Et c'est un exercice hyper intéressant, et pour nous, et pour les bénévoles. Et juste pour l'anecdote, notre newsletter, elle s'appelle Le Signet. Et le signet, c'est la petite corde qui est dans les livres pour ne pas perdre sa page. Et voilà. Et ça nous a aidé pendant tout le confinement à ne pas perdre le fil et pas perdre le lien les uns avec les autres. Et on continue. Et on continuera à vous le partager. Voilà. Merci. Merci beaucoup à toutes les trois pour votre témoignage. On va passer au témoignage de Didier Gay, donc coordinateur de la Drôme. Didier, je ne sais pas si... Bonjour, vous m'entendez? Voilà. C'est bon? Ouais, merci. Je te laisse faire ta présentation en quelques minutes. Désolée, on a déjà pris du retard. Ok, mais, très bien, merci. Donc, Didier Gay, donc moi je suis en charge au niveau de la Ligue de l'enseignement de la Drôme, de la culture, de l'éducation et de la vie associative. Et la coordination dans la Drôme donc, est partagée avec l'UDAF. Et je salue donc ma collègue Bérénice Vigneault qui est aussi connectée en même temps. Là. Voilà, donc moi, sur ces confinements-là, sur ces 2 périodes de confinement, en fait, je vais les distinguer parce que autant la première période de confinement a été très, très brutale. Nous n'étions pas forcément préparés à ce confinement-là et donc nous n'avons pas pu anticiper. Donc, par contre, ce qui a été positif, entre guillemets, si on peut appeler ça positif, c'est que l'arrêt donc total de notre activité au sein de la Ligue de l'enseignement, il n'y a plus de cinéma, plus de spectacles vivants, plus de services civiques, plus d'intervention dans les écoles. Donc ça m'a permis quand même de prendre du temps pour proposer, donc, comme les collègues de l'Essonne, une véritable correspondance avec les bénévoles de Lire et Faire Lire, bien qu'étant au chômage. Je tiens à signaler quand même que le réseau a bien fonctionné dans cette période, puisque avec les collègues de la région, et notamment Pauline Bégrand de la 73, de la Savoie, et donc Émilie Gagnard donc de la 38, on a beaucoup échangé sur l'accompagnement et nous nous sommes autorisés à échanger nos bonnes pratiques et nos bonnes idées. Donc concrètement, on a proposé donc, de mi-mars à fin juin 17 correspondances. Voilà, donc je ne sais pas si Mina, tu peux, ou Cécile, tu peux passer à la slide suivante. Cécile, non? Bon. J'ai Didier, ouais. Donc, ces correspondances, je glanais un petit peu des infos, tant avec les correspondances du national, hein, qui ont vraiment été une excellente aide, qu'au travers de mes recherches personnelles et du travail des collègues de la région. Donc, il y a des podcasts de France Inter, de Télérama, de France Culture, il y a des musées aussi qui ont ouvert un peu leurs portes virtuelles et aussi sur des sites plus locaux, drômois, sur le patrimoine, sur la culture et la littérature. Voilà. En tout cas, l'idée était aussi, dans ces correspondances, de valoriser la participation des bénévoles. Donc, pour cela, moi, je les invitais à m'envoyer leur contribution que j'insérais dans les correspondances. Donc, ça pouvait être des messages très, très humoristiques, très poétiques, des échanges entre des sites littéraires, des sites culturels qu'ils trouvaient intéressants. Ils avaient aussi la possibilité de m'envoyer des enregistrements de leur lecture pour qu'ensuite, moi, je les relaie aux structures. Donc, on a utilisé un petit peu Story Player, mais comme dans l'Essonne, ça n'a pas très bien fonctionné. Par contre, ce qui a mieux fonctionné, c'est que les bénévoles m'envoyaient des fichiers vidéo
j'ai créé une chaîne YouTube privée et je partageais via cette chaîne-là les enregistrements que les bénévoles me faisaient. On constate même que des bénévoles, un certain nombre de bénévoles se sont essayés aussi à l'écriture d'histoires. Voilà. Donc ça, c'était en gros les initiatives que j'ai mis en place sur le premier confinement. Le deuxième confinement est un peu plus compliqué. Même si on est préparé, c'est plus compliqué parce que nous, on a quand même... Alors, Laurent parlait que sur 2019-2020, il n'y avait pas eu une énorme baisse du nombre de bénévoles. Par contre, nous, on constate qu'en 2021, on a beaucoup de bénévoles qui font une pause et qui donc ne se réaffilient pas. Donc ça, c'est un problème. Et puis, surtout, le problème, c'est que nous, c'est un confinement quand même. Donc, là, vous avez à l'écran donc, une des correspondances que je mettais en place, voilà, avec des liens vers des vidéos, vers des messages, voilà. Oui, donc sur le deuxième confinement, c'est plus compliqué parce que nous, on a une activité au niveau de la Ligue de l'enseignement qui est plus importante que lors du premier confinement. Et donc, ce qui fait que on a moins de temps pour s'occuper de lire et faire lire. Donc, après, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Après, ces temps de confinement quand même nous ont obligés un petit peu à repenser notre relation avec les bénévoles. Nous avons trouvé quand même quelques idées d'accompagnement. Après, il va falloir que nous, dans la Drôme, on s'interroge sur le temps de travail des salariés, des coordinations, pour que son temps de travail-là, qui est très numérisé, est un temps de travail qui est chronophage. Donc, nous avons besoin de plus de temps. Mais à l'heure actuelle, et vu les situations financières des associations, de la Ligue et autres, c'est peut-être pas à l'ordre du jour de mettre plus de temps de travail sur ce dispositif-là. Donc peut-être l'idée, ce serait peut-être de repenser un petit peu l'implication des bénévoles et de créer, alors c'est ce qu'on est... On est en train de réfléchir à créer un nouveau statut sur l'animation. Parce qu'on ne peut pas donner ce statut-là en plus à nos relais qui font énormément de choses. Donc, peut-être créer un nouveau statut qui serait l'animation du réseau. Voilà, donc là, on est en réflexion pour travailler en relation avec les bénévoles, avec l'UDAF. Si des bénévoles veulent s'impliquer sur l'animation, ce serait peut-être pas mal. Voilà. Et je termine quant aux bénévoles et les retours qu'ils nous ont fait. Les initiatives ont été très, très appréciées. Après, je tiens quand même à relativiser un petit peu parce que quand même, l'outil numérique chez un certain nombre de bénévoles n'est pas maîtrisé. Et donc, ça limite quand même les échanges et les relations entre nous. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Didier pour cette présentation. Donc on voit encore une fois avec vos deux présentations qu'il y a eu énormément de choses mises en place, qu'effectivement vous avez repensé votre lien aux bénévoles de façon, comment dire, ça a été, vous avez dû le faire très rapidement et dans la précipitation, mais en tout cas on voit que ça a porté ses fruits. Donc je vais laisser la parole à Cécile qui va maintenant aborder plutôt le lien avec les structures. Et comment, justement, on a pu garder le lien avec les structures pendant les confinements. Merci, Mina. Avant de laisser la parole aux deux personnes qui vont témoigner depuis leur coordination départementale, je voulais juste dire quelques mots d'introduction. Donc, c'est vrai que pendant ces périodes de confinement et de déconfinement, il a fallu être réactif et innovant. Quand
quand les lectures étaient possibles, il y avait des problèmes de distanciation à mettre en place et des ports du masque qui a été demandé aux bénévoles. Et l'initiative qui a été menée, par exemple, en Isère avec le tutoriel sur comment lire à voix haute avec un masque a été très appréciée à ce moment-là. Et puis, quand les bénévoles ne pouvaient plus intervenir dans les structures, pour partager les enregistrements d'histoire, des choix ont dû être faits pour respecter les droits d'auteur, avec la proposition de textes libres de droit, mais aussi des textes mis à disposition par des éditeurs ou par des auteurs sur des temps limités pour le réseau de Lire et Faire Lire. Fanny, tu as mené une initiative plus particulière dans ton département. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots pour garder le lien avec les structures? Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, donc, pour un peu recontextualiser, donc, en Maine-et-Loire, donc, la coordination elle est représentée par la Fédération des œuvres laïques 49 et l'UDAF 49. Donc nous, le choix pour conserver le lien avec les bénévoles, donc pendant le confinement et le premier confinement et les semaines qui ont suivi, le choix était porté plutôt sur la publication d'articles hebdomadaires baptisés Découvertes littéraires. Donc tout ça avec le soutien d'un bénévole relais. Publication qui avait lieu sur le blog des bénévoles et qui relayait du coup les initiatives de la communauté Lire et Faire Lire, mais également proposait, comme pour beaucoup, des ressources, des zooms sur des auteurs, illustrateurs, des événements, expositions. Et puis, au moment donc, du déconfinement, donc, au regard de la non-reprise des séances de lecture, nous avons proposé aux bénévoles et structures d'accueil de les accompagner dans des projets alternatifs. Donc, c'est dans ce contexte que nous avons eu un contact avec le référent relais Lire et Faire Lire sur Douai en Anjou, Gwendolina Nantel, qui est la responsable du service enfance-jeunesse de la commune. Donc en fait, Douai en Anjou, c'est une ville qui est très engagée dans l'action Lire et Faire Lire sur le département déjà depuis de nombreuses années. Ils ont sollicité et obtenu le label Ma commune aime lire et faire lire en 2016-2017. Et de ce fait, il y a eu une implication très importante de la ville par l'intermédiaire de Gwendolina dans la dynamique locale, donc notamment par l'animation de temps de rencontres entre bénévoles, mais également dans la mise en œuvre de projets avec ces derniers, donc, notamment des séances de lecture en structure petite enfance, participation à la nuit de la lecture, temps fort en fin d'année scolaire en présence des parents et des enfants, participation aux ateliers du CEL, constitution d'une bibliothèque dédiée à l'action également. Donc c'est vrai que sur le territoire, nous comptons aussi sur une équipe d'une dizaine de bénévoles qui est très investie et dynamique. Pour majorité, ce sont des bénévoles d'ailleurs qui sont engagés depuis de nombreuses années. Et donc le projet dont je souhaite du coup, dont je vais vous présenter, il s'appelle donc Lire et Faire Lire 2.0. Donc c'est à l'initiative de Gwendolina justement qui convaincue que les bénévoles répondraient favorablement à ce projet, et ça a été le cas, a proposé du coup de réaliser des clips vidéo présentant des lectures enregistrées, notamment 2 lectures à plusieurs voix. Donc il y a eu 8 clips vidéo qui ont été créés. Donc nous, on a transmis la liste des textes offerts par les auteurs amis de Lire et Faire Lire, mais également une bibliographie de textes libres de droit. Les bénévoles ont choisi parmi ces textes. Puis, grâce à la mise à disposition de matériel, de salles, de visières également, il y a eu donc, dans un premier temps des séances d'essai, puis séances de tournage, le tout qui était ensuite monté par le service enfance-jeunesse de la ville. Donc, après avoir visionné, nous, le résultat, on a effectivement accordé une suite à tout ça, notamment par la diffusion aux équipes enseignantes, dans le but de le transmettre aux familles et aux enfants, mais aussi du coup une publication sur le site internet et la chaîne YouTube de la ville. Donc, le résultat reflète vraiment bien la dynamique de ce territoire et puis l'essence même de l'action, hein, et cette notion de partager le plaisir de la lecture.
Je voulais citer un peu les bénévoles qui transmettaient que voilà, c'était un projet qui avait été mené dans la bonne humeur, avec des fous rires, qui avait permis du coup d'oublier la Covid-19 et le confinement, et qu'ils avaient vraiment l'espoir que voilà, les auditeurs prendraient autant de plaisir qu'eux avaient eu à réaliser ces clips vidéo. Donc voilà pour l'initiative Surdoués en Anjou. Merci Fanny pour ce récit de cette belle initiative partagée avec un groupe de bénévoles dynamiques et la commune de Douai en Anjou, donc dans le Maine-et-Loire. Pour continuer à partager des histoires, certains bénévoles ont utilisé des plateformes de visioconférence pour intervenir en direct, mais à distance avec les enfants. Une autre option qui a été proposée dès le premier confinement a été de renforcer le partenariat avec Storyplayer, avec qui nous, l'IRFR Lire, travaille depuis plusieurs années déjà. Pour rappel, Storyplayer est une bibliothèque numérique qui permet d'accéder à de nombreux textes de littérature jeunesse dans le respect des droits d'auteur et avec des options d'enregistrement, de réécoute et de partage des histoires. Des modules de prise en main de cet outil sont proposés encore aux coordinations et aux bénévoles. Et Daniel, vous qui êtes bénévole dans les Hauts-de-Seine, vous avez expérimenté cet outil à la fois pendant la première vague de confinement, mais aussi pendant la deuxième. Est-ce que vous voulez partager votre expérience avec nous? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si on me voit là, parce que moi, vous m'entendez, non? Oui, on vous entend bien. Bon, c'est parfait. Donc, bonjour, je suis Daniel, je suis relais dans le 92 à Courbevoie. Et donc, à l'occasion du premier confinement, dans un premier temps, j'avais pris des photos, fait un montage vidéo moi-même et diffusé ces lectures à l'enseignante qui les diffusait ensuite aux parents. Le seul souci, c'était les droits d'auteur. Donc, quand on m'a parlé de ça, je me suis orienté sur Storyplay. Et donc, ça a bien fonctionné pour les petites sections de la fin de l'année scolaire de l'année dernière. J'ai eu des bons retours des enseignants et des parents aussi. Alors, cette année, donc, j'ai aussi, toujours dans la même école, mais là, c'était des enfants que j'avais vus que 2 fois simplement. Donc, j'ai réitéré par Storyplay. J'ai refait des lectures à distance et je les ai envoyées à l'enseignante qui les a diffusées, par contre, là, dans la classe et pas chez les parents. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de retour parce que c'est le début de l'année. Donc, c'est le début de l'année, c'est le début de mon expérimentation. Et ensuite, dans une autre école, donc, une toute nouvelle école de cette année, une classe de grande section de maternelle. Bon, là, c'est pareil, je n'avais jamais vu les enfants, donc c'était très difficile de faire une lecture sans les avoir vus. Mais l'institutrice m'a envoyé des photos des enfants. J'ai donc commenté ces photos et je leur ai dit un petit bonjour personnalisé. Et j'ai envoyé une lecture. Alors là, je ne sais pas ce qu'il en est, puisque je n'ai pas de retour. Ça devait être aujourd'hui, normalement, l'expérimentation, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. Donc voilà, moi, personnellement, Storyplay, je trouve que c'est très pratique parce qu'on peut réenregistrer à l'infini, s'écouter, corriger. Il y a une bibliothèque de 1500 livres, je pense que c'est quand même pas mal. Et pour les maternelles, c'est bien parce que moi, je veux bien Zoom ou il y a plein d'autres. Il y a Weruby, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin, c'est les enregistrements en direct comme ça pour des petits. J'ai un petit doute, mais enfin, bon, s'il y en a qui l'ont fait, il faudrait qu'ils m'en fassent part. Donc, sinon, moi, avec mes lecteurs, enfin, tous les bénévoles que j'ai des expérimentations, mais pas via Storyplay. Donc, je peux pas en dire plus. Enfin, moi, ce qui me concerne, c'était bien. Enfin, je trouve que c'est bien. J'espère continuer jusqu'à la reprise des lectures. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Merci Daniel. Ce qui était intéressant dans votre témoignage quand on en a discuté ensemble, c'est que effectivement cette option de choisir Storyplayer était aussi un choix par rapport au respect des droits d'auteur. Et ce qui était intéressant aussi dans votre témoignage, mais je pense que c'est celui que partagent certainement d'autres bénévoles qui utilisent cet outil, c'est que ça permet à la fois de faire voyager les histoires dans les familles parfois et de créer ce lien entre le bénévole, l'enfant et sa famille, mais aussi de partager les histoires avec la structure éducative et les enseignants. Et donc,
voilà, il y a ce lien qui est toujours présent entre le bénévole et les enfants, mais aussi avec les adultes qui encadrent, soit dans la vie personnelle, soit dans la vie à l'école ou dans les structures des enfants. Moi, je voulais juste ajouter par rapport à votre témoignage que Storyplayer nous a paru vraiment une solution assez bien adaptée à cette période qui est difficile pour les bénévoles qui ne peuvent pas intervenir dans les structures. Comme vous l'avez dit, c'est un outil qui permet de s'entraîner et de réenregistrer. Et c'est aussi un outil qui permet de proposer des lectures en direct via la plateforme de visioconférence. Donc, ça, c'est une autre option. Et puis, on sait que ça a été expérimenté par ailleurs, que le bénévole qui va dans la structure peut aussi se servir de Storyplayer pour lire en direct avec les enfants qui sont à côté de lui, mais tout en gardant les distances sociales nécessaires qui nous sont demandées actuellement pour les interventions. Voilà, donc c'est un outil qu'on conseille, enfin en tout cas que les bénévoles peuvent essayer, sachant que ça ne remplace pas ce qui est le cœur de l'action des bénévoles. Et l'idée, c'est que les bénévoles puissent retourner lire dans les structures, mais que c'est une manière complémentaire, comme toutes les actions qui ont été présentées aujourd'hui, hein, c'est faire autrement, différemment, en s'adaptant à la situation. Mina, je te laisse le mot de la fin. Oui, je conclue en 2 minutes. Donc, on tenait, pour conclure, à souligner le dynamisme du réseau qui a fait preuve, encore une fois, d'une très grande réactivité, que ce soit les coordinateurs comme les bénévoles d'ailleurs, qui ont quand même réagi largement à vos sollicitations, etc., et aux initiatives que vous avez pu mettre en place, avec évidemment des différences, bien sûr, mais on souligne cette grande adaptation dont tout le monde a fait preuve et une envie d'innover qu'on a retrouvée chez tous les coordinateurs et tous les bénévoles, et cette envie de maintenir ce qui pouvait l'être pendant ces 2 confinements. Voilà, je vais conclure là-dessus parce qu'on a pris un peu de retard et on se retrouve dans 15 minutes à 16h20. On ne va pas quitter le Zoom comme tout à l'heure, on va juste couper les caméras et les micros et rester connectés. Juste pour... Cette visio, si vous le voulez bien, oui. Puisque nous sommes tous présents. Vous remercier tout d'abord pour votre participation. Remercier plus particulièrement donc, nos 3 partenaires qui sont Ostiane Courroy, déléguée générale de la fondation du groupe Casino, Bérénice Broutin, qui est déléguée générale de la fondation Bouygues Télécom, et Geoffroy Pelletier, directeur de la SOFIA, comme Michel vient de l'indiquer. Nous avons souhaité partager avec eux et avec vous ce temps sur la thématique des perspectives que nous ouvrait cette période particulière que nous venons de vivre et que nous vivons encore, et de voir de quelle manière on a pu à la fois réagir, et là c'était le thème de la... Laurent, ton micro s'est coupé. Oui, je vois ça. Je disais donc que nous avons eu une précédente table ronde pendant laquelle nous avons eu les témoignages des coordinations qui ont dit de quelle manière elles s'étaient adaptées à cette période si particulière. Et là, nous voulions voir avec nos